Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va commencer par notre focus, comment apprendre en s'amusant. Émilie Enrault, une professeure des écoles, nous explique tous ses secrets sur sa chaîne YouTube, chaîne qu'on découvre dans un instant. Et puis c'est notre question du jour, il passe des heures, vous vous en doutez, en ligne, entre jeux vidéo, réseaux sociaux, et parfois les jeunes font justement face à des expériences bien plus sombres, cyberharcèlement, exposition à des fake news ou encore partage involontaire de données personnelles. Si ça vous inquiète, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, des millions de parents se posent la même question. Comment protéger et accompagner leurs enfants face à ces défis numériques tout en gardant une relation de confiance et de dialogue? On va en parler justement avec notre invité. Il est en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane Carder. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'école du futur. Vous êtes chargé d'animation opérationnelle du réseau national Info Jeunes France, un réseau et des initiatives dont vous allez nous parler dans un instant, juste après le focus. On ne se lasse jamais d'apprendre et ça, Émilie Enrault l'a bien compris. Cette professeure des écoles est très suivie sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube avec sa chaîne baptisée Qui fait l'école, qui a plus de 80 000 abonnés. Et Xavier Terrade fait pour nous aujourd'hui un tour d'horizon de ce qu'on peut y trouver. Un nouveau jeu qui marche super bien. Pour rentrer dans ma classe, il faut taper un code secret. Ce matin, il fallait taper papa. C'est bon, tu peux rentrer. Depuis la création de sa chaîne YouTube Qui fait l'école en 2015, Émilie Enrault apprend aux enfants en les amusant. Elle leur fait notamment faire de la physique sans en avoir l'air, avec des billes. Avec 3 fois rien et de la récupération, on peut s'amuser pendant des heures. Les enfants s'emparent de tout ce qu'il y a dans la classe pour créer des tunnels, des obstacles. En fait, c'est quasiment de l'initiation à de la physique. Un groupe vient de découvrir que plus le plan était incliné, plus la bille allait vite. Mais ça, si je leur avais dit, ils l'auraient certainement pas retenu. Mais de l'expérimenter, ça va rester gravé en eux pour la vie. Ces techniques pédagogiques atypiques cartonnent. Qui fait l'école séduit petits et grands et est suivi par plus de 65 000 abonnés sur YouTube et compte près de 200 000 followers sur Instagram et plus de 100 000 sur TikTok, où elle réussit le pari fou de faire rire en apprenant à lire. L'étape ultime, et ça ils adorent, c'est quand on s'amuse à mélanger les syllabes. Tu vas essayer de me lire ceci maintenant. Mappa, exact. Ça peut devenir de plus en plus dur et ça les fait beaucoup rire. Mampa. C'est le niveau expert, hein. Les autres regardez ça parce que si elle s'arrive à lire ça, elle est vraiment championne. Vas-y. Waouh. Quand l'enfant est prêt, je découpe d'autres mots. Fou rire assuré. Forte de quasiment 20 ans d'expérience en tant que professeure des écoles, Émilie Enrault est aussi de bons conseils pour les enseignants qu'elle aide notamment lors de situations compliquées. Alors il y a une chose qui peut être très tentante, c'est de casser un élève quand son comportement nous insupporte ou quand on est un petit peu à bout de patience. Parfois, ça sort tout seul. Une petite moquerie, un petit mot qui va faire rire le reste de la classe. Mais si on fait ça aux dépens d'un élève, d'autant plus s'il est perturbateur, on va obtenir tout l'inverse de ce qu'on voudrait. L'enfant ne va certainement pas se mettre à vous écouter et à se calmer, parce que s'il perd la face devant les camarades, vous aurez perdu sa confiance pour le reste de l'année. Son empathie, Émilie tient à l'enseigner à ses élèves. C'est important que les enfants se mettent à la place des autres. C'est important qu'on mette des mots sur les émotions. Et avant toute chose, avant de pouvoir mettre des mots dessus, bien sûr, c'est qu'on soit en connexion avec ses émotions, c'est qu'on puisse les reconnaître. Voilà pour le portrait d'Émilie Enrault. Autre chose maintenant, entre la génération de leurs parents qui a grandi notamment avec le Minitel et la génération des ados qui connaissent aujourd'hui que TikTok, un véritable fossé numérique s'est creusé. Un fossé qui parfois isole aussi, et vous le voyez d'ailleurs peut-être chez vous quotidiennement, des écrans omniprésents, des conversations qui s'arrêtent quand un portable s'allume, ou même des situations parfois plus graves comme le cyberharcèlement ou la désinformation. Alors face à ça justement, comment faire face aussi à ces défis? Comment, en tant que parent, se sentir légitime d'accompagner ses enfants, ses adolescents, quand on a soi-même du mal à tout comprendre? Et comment transformer les écrans, aussi souvent accusés de tous les maux, en outil d'éducation et de dialogue? On pose la question à notre invité en duplex aujourd'hui dans la première partie du talk.
notre invité en duplex. Donc aujourd'hui avec nous, Stéphane Carder. Je rappelle que vous êtes chargé d'animation et opérationnel au réseau national Info Jeunes France. Merci encore d'être avec nous. C'est vrai, je l'ai dit en introduction, les parents et les adolescents évoluent dans un monde numérique depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, avec forcément des usages très différents. Pourtant, c'est maintenant qu'Info Jeunes France, que vous représentez aujourd'hui, décide de lancer Parole d'ado, regard de pro. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, comme une évolution récente des usages numériques ou un constat alarmant qui vous a motivé à agir aujourd'hui avant qu'on présente votre initiative qui met le podcast et rencontres locales? Alors, c'est pas tant sur la thématique en tant que telle, c'est sur le fait notamment que les parents prennent de plus en plus de place et d'importance sur les questions d'information des publics jeunes. Et c'est une cible de plus en plus importante du coup pour le réseau Info Jeunes, dont l'une des missions est d'informer sur tous les sujets qui concernent les jeunes. Donc la cible prioritaire sont les jeunes, mais les parents le sont également pour plein de raisons, étant donné qu'ils sont bien souvent prescripteurs ou influenceurs des jeunes dans nombre de thématiques. Et cela dit, parmi les nombreuses thématiques sur lesquelles le réseau Info Jeunes se mobilise ou développe des actions ou une offre de services, c'est la thématique de l'éducation aux médias et à l'information, et de ça depuis plusieurs années. Et donc on a souhaité du coup allier les deux sujets, donc développer une action en direction des parents sur cette thématique-là, comme on pourrait aussi le faire sur d'autres thématiques sur lesquelles les parents influent beaucoup, comme l'orientation, le logement par exemple, quoi. Merci. Alors, on va continuer effectivement à en parler. Votre initiative, donc je l'ai dit, Parole d'ado, regard de pro, mêle des podcasts avec des rencontres locales aussi, avec les cafés des parents. Le choix de combiner ces deux formats, de mon point de vue, en tout cas, montre une volonté d'atteindre les familles de différentes manières. Est-ce que vous pensez justement que ce double dispositif est essentiel pour toucher les parents et les familles plus largement, où qu'elles soient, dans les zones rurales, les milieux urbains, les familles ayant des niveaux d'accès forcément différents et variés à ces ressources numériques? C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les podcasts ont une vocation à cibler un large public. Et on pourra sans doute revenir sur ces podcasts en tant que tels, mais le réseau Info Jeunes, c'est 1100 structures qui sont présentes partout sur le territoire français, dans des zones urbaines comme dans des zones rurales. Donc c'est aussi un moyen, en développant des cafés des parents qui commenceront réellement dans le courant de l'année 2025, de pouvoir diversifier en fait les canaux d'information. Les parents pourront très bien participer au café des parents sans pour autant avoir préalablement écouté des podcasts, même si on les invitera bien évidemment à le faire avant ou en tout cas après, quoi. Mais effectivement, l'idée c'est d'être sur plusieurs canaux différents. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces podcasts alors, Stéphane ? Eh bien, la structure des podcasts sont les mêmes pour chacun d'eux, même si la thématique du coup diffère. On a souhaité partir des paroles, des regards des jeunes. Donc on est allé chercher leur point de vue par le biais de micro-trottoirs sur chaque thématique. Et nous avons du coup invité un spécialiste, un expert sur cette thématique, dans l'idée de faire intervenir cet expert soit pour réagir et expliquer en fait ce que les jeunes disent en préambule, mais aussi pour fournir des outils et des concrets aux parents, parce qu'effectivement ces podcasts s'adressent essentiellement aux parents. Donc l'expert il est là vraiment pour apporter des éléments complémentaires et des conseils, quoi, globalement.
Les podcasts que vous proposez, vous nous l'avez dit, abordent différents thèmes, cyberharcèlement, données personnelles, fake news, éducation donc aux médias et à l'information aussi. C'est quoi justement le sujet qui inquiète le plus justement les familles, les parents aujourd'hui avec ceux avec qui vous échangez ? J'ai envie de dire, dans ces 6 thématiques, il y a des sujets d'inquiétude. Alors, il y en a, la thématique cyberharcèlement est focalisée essentiellement sur de l'inquiétude en tant que telle, mais nous avons aussi essayé à travers les autres thématiques, de ne pas forcément se centrer sur la notion de risque, la notion, ce côté un peu anxiogène. Il existe. L'idée, c'est effectivement de ne pas le nier, d'ouvrir, d'avoir une représentation, un regard, une compréhension en fait sur le sujet, mais c'est aussi de montrer aussi des côtés positifs pour certains sujets. Je pense notamment aux jeux vidéo qui sont très associés, par exemple, sur l'écran et les temps d'écran. Mais le fait d'investir les jeux vidéo, ça développe aussi des compétences, ça peut donner envie de faire des métiers dans ce domaine-là. Enfin, sur nombre de thématiques, il y a certes ce côté anxiogène, mais on peut trouver en fait dans les sujets le fait de pouvoir agir de façon positive. C'est pareil sur les fake news, on a encore un pouvoir d'agir, et c'est aussi ça en fait qu'on est allé chercher. Donc j'ai envie de dire les parents sont peut-être un peu plus focalisés sur ce côté anxiogène, mais à juste titre. Mais c'est bien aussi de pouvoir avoir une vision un peu globale, et également vis-à-vis des sujets, des aspects positifs lorsqu'il y en a. Et c'est justement ces sujets que vous mettez aussi en avant, vous les accompagnez, ces parents aussi, dans ce chemin, dans la vie numérique de leurs enfants et de leurs adolescents. Alors les podcasts sont disponibles depuis fin 2024. Les premières écoutes ont-elles révélé justement des surprises ou alors des retours que vous n'aviez pas forcément espéré, anticipé, que ce soit en termes à la fois des sujets abordés bien sûr, mais des besoins aussi exprimés par les familles ? Alors, on n'a pas encore eu le temps de compiler ou d'agréger les retours, hormis le fait qu'il y a plutôt un accueil positif sur ces podcasts au niveau à la fois au niveau des formats et au niveau des contenus. C'est vrai qu'on a pris le temps d'aller chercher des experts ou des spécialistes de la thématique, et globalement les quelques retours sur lesquels je peux m'appuyer pour l'instant, c'est plutôt cette dimension un peu qualitative dans les podcasts. C'est des formats relativement courts, donc ça peut aussi s'écouter dans différentes circonstances, sur un trajet par exemple. Voilà, à ce stade, on a juste ces retours-là. Pour nous, les podcasts, ça va être, sans être une obligation par rapport au Café des parents, mais ça va être quand même un appui assez conséquent en termes de ressources, au travers de toutes les ressources qu'on aura pu aussi identifier, les ressources complémentaires qu'on aura pu identifier, mais on positionnera vraiment ces podcasts à l'issue ou dans le cadre en fait des cafés des parents. Ces ressources justement dont vous parlez, Stéphane, est-ce que vous souhaiteriez un jour ou l'autre les mettre à disposition des établissements scolaires qui ont, j'imagine, c'est en tout cas ce que vous pensez sans doute, un rôle central à jouer aussi dans cette éducation numérique, dans cette éducation aux médias. Est-ce que vous souhaitez justement que vos contenus, que vous créez, toute la richesse qui a été faite et produite ces dernières semaines, ces derniers mois, soit mise à disposition des enseignants ? Bien évidemment. Alors c'est vrai que je le disais en préambule, notre réseau est fort de 1100 structures au niveau national, et nombre d'entre elles localement interviennent dans les établissements scolaires
publics et privés, sur différentes thématiques, et notamment les thématiques de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, il y a plusieurs outils qui ont été créés, donc les derniers. Le dernier outil, en fait, s'adresse peut-être un peu plus aux parents, mais d'autres outils créés par le réseau InfoJeunes sont déjà utilisés, par les professionnels de notre réseau, souvent en lien avec des acteurs locaux qui interviennent à plusieurs dans le cadre d'interventions scolaires. Et ce qui est quand même à noter, c'est que il y a eu le premier outil dans notre réseau qui s'appelle Le Vrai du Faux. On a entraîné un autre, puis un autre, et à chaque fois, ces outils abordent des sujets complémentaires au gré aussi des évolutions et des pratiques et des usages liés à des publics. À noter que c'est un positionnement fort pour notre réseau, et à chaque fois, nous avons pu bénéficier d'un soutien conséquent du ministère. Je pense notamment au ministère de la Culture, au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, pour nous permettre en fait de développer ces outils et d'aller en fait directement dans les établissements scolaires. Et voire même d'organiser des ateliers, des journées spécifiques ou des événements autour de ces thématiques. Mais le milieu scolaire est un milieu propice, parce que les jeunes sont captifs, si je puis dire, mais c'est bien aussi de pouvoir sortir du milieu scolaire. Pour certains, en fait, le milieu scolaire, même sur une activité comme celle-là, pouvant être vécu comme trop scolaire, justement, quoi. Merci beaucoup Stéphane. Ce que je vous propose, c'est de continuer à en parler à la fois de ce sujet et puis de vos initiatives nombreuses et engagées dans un instant. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. This is out of this world. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready.
You want to start one? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Take a step into the heaven. Look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui en duplex, Stéphane Carder, chargé d'animation opérationnelle du réseau national Info Jeunes France. On lance ensemble tous les deux justement la deuxième partie du talk. Stéphane, juste avant le ZAP, vous nous parliez justement de ces sujets importants de désinformation, enjeu majeur à l'ère du numérique. Vous nous parliez aussi de ces outils, de ces méthodes pédagogiques, éducatives qui peuvent aider les jeunes à développer justement leur esprit critique face à la masse d'informations qu'ils reçoivent, outils développés par votre réseau. Alors il y a une annonce qui a été faite là, il y a quelques jours. Mark Zuckerberg a récemment annoncé la fin du programme de fact-checking sur Facebook et Instagram en faveur, dit-il, de la liberté d'expression. C'est quoi votre réaction face à cette décision justement et par rapport à cette éducation aux médias que vous prônez et que vous enseignez auprès des jeunes? C'est pas forcément le bienvenu parce que tout le monde n'a pas forcément les codes pour décrypter en fait ce qu'est une fake news. Et alors certes, ça nécessite comment dire, de pouvoir être accompagné, de pouvoir comprendre ce qui se joue. Alors il y a comment dire, le fait de découvrir une fausse information en tant que telle, mais c'est aussi de comprendre tout l'environnement, tout ce qu'il y a autour de cette fake news. Enfin, pour nous, il nous semble que c'est quand même de la responsabilité des plateformes, des éditeurs, que de faire un premier travail qui doit être fait et qui ne peut pas être sacrifié sur un principe de liberté d'expression. Donc, alors, oui, ça va. Enfin, c'est plutôt une annonce qui n'est pas forcément positive. Les jeunes étant peut-être un peu moins sur Facebook, mais d'autant plus malgré tout sur Instagram. À vos yeux, justement, quelle devrait être cette place des géants du numérique dans cette éducation aux usages responsables? Est-ce que les plateformes, elles en font assez pour protéger les jeunes aujourd'hui? Là, manifestement, pas, globalement. En tout cas, de lever un travail de fact-checking, en fait, ne va pas forcément dans le bon sens.
Donc pour moi, je pense qu'elles n'en font pas, assez. Alors certes, ça justifie encore plus le fait de pouvoir avoir une éducation au numérique et à l'information, et qui soit fait par plusieurs acteurs, hein, chaque acteur pouvant avoir son approche propre, mais qui peut être globalement complémentaire en fait à celle des autres. Mais pour autant, ça nous sous-entend qu'il faut qu'il y ait des moyens alloués pour que les acteurs puissent faire cette éducation, qui va devenir du coup nécessaire face à un repli des plateformes, face à une activité nécessaire, quoi. La neutralité n'existe pas. Chaque plateforme a aussi ses propres enjeux. Donc c'est pas évident en fait à comprendre tout cet environnement au-delà d'une simple fake news véhiculée et transmise du coup sur un réseau social. C'est plus compliqué que ça. Éducation aux médias, effectivement, de plus en plus essentielle et nécessaire. Vous nous le dites, sur une étude réalisée par l'Institut de sondage CSA pour Milan Presse il y a quelques mois, un quart des jeunes pensent que les médias traditionnels les manipulent. Justement, chez vous, chez Info Jeunes France, comment vous travaillez ces sujets-là avec les jeunes? Est-ce que vous constatez aussi ce fait que les jeunes se sentent manipulés par les médias? Et comment vous travaillez avec eux dessus? Alors, nous avons réalisé, comme chaque année, un baromètre national sur les pratiques informationnelles des jeunes. Et cette année, on a mis le focus sur les sources d'information. Alors, nous, finalement, le réseau InfoJeunes est un média, hein, puisqu'on produit nombre de ressources informationnelles. Donc, c'est plutôt de l'information de type pratique et utile et un peu moins de l'information de type news ou actu, mais ça n'empêche. Et parmi les éléments de ce baromètre, il ressort en tout cas que les médias ne sont pas ou peu en fait identifiés par les jeunes comme des sources majeures de recherche d'informations. Pour autant, arrive dans nombre de thématiques, ce sont les parents et les moteurs de recherche. Donc quand on a cette information-là, il s'agit, pour nous, ça oriente le fait de développer une activité auprès des parents, hein, mais pour autant, nous n'avons pas forcément la latitude de pouvoir développer une action en direction des moteurs de recherche spécifiques. Mais ça fait partie d'une globalité, plutôt de développer en fait une approche que de croiser des sources, des choses très 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 classiques, hein, d'éducation aux médias et à l'information, que de croiser des sources, de vérifier en fait une information trouvée sur un support et d'aller vérifier si cette information peut être complétée, vérifiée ou sur une autre, des choses assez essentielles. Et c'est souvent dans les activités que le réseau peut proposer, dans les ateliers que le réseau peut proposer, hein, ce type d'activité où on a développé aussi des outils assez ludiques pour comprendre comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionnent les bulles en fait de filtres sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un peu tout ça que l'on va mettre en œuvre, des activités pratiques pour découvrir finalement les éléments, les fonctionnements de ces plateformes qui n'apparaissent pas forcément au grand jour quand on est un utilisateur classique, lambda.
Et c'est important effectivement de pouvoir éduquer, montrer aussi à ces jeunes l'envers du décor. C'est ce que vous faites notamment chez Info Jeunes France. Je rappelle donc votre podcast qui s'appelle Parole d'ado, regard de pro, qui a été lancé fin 2024 avec ces cercles des parents qui devraient voir le jour très prochainement. Merci en tout cas à vous, Stéphane, d'avoir été parmi nous. Stéphane Carder, je rappelle que vous êtes le chargé d'animation opérationnelle au sein de ce réseau national Info Jeunes France. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, merci à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.